Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Quand l'Afrique s'éveille à l'intelligence économique, consultants, experts, enseignants, les Africains sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'intelligence économique, au point même d'avoir organisé les premières assises en juin dernier à Casablanca au Maroc. Le continent est-il en train de rattraper son retard ? Les entreprises africaines sont-elles demandeuses de prestations en intelligence économique ? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai invité Guy Guelf, dirigeant et fondateur du cabinet Nodiz et l'un des meilleurs spécialistes de l'intelligence économique en Afrique. Bonjour Guy Guelf. Bonjour Ali. Rapidement, Nodiz, c'est une société d'intelligence économique. Vous êtes présent au Cameroun, en France, puis dans d'autres pays essentiellement. Oui, exactement. C'est en réalité le premier cabinet de conseil en intelligence économique et due diligence qui est spécialisé sur les marchés subsahariens. Aujourd'hui, il y a 36 consultants qui sont disséminés dans 3 continents avec pour seul objectif accompagner les investisseurs sur les marchés locaux d'une part et d'autre part accompagner les opérateurs locaux vers l'international. Alors je dis, vous êtes un expert depuis de nombreuses années. On vous connaît en France pour avoir fréquenté de nombreux colloques en intelligence économique. Quel est votre regard sur l'intelligence économique en Afrique, mature ou pas ? Non, on ne peut pas parler de maturité, si loin s'en faut. Non, on est sur une pente ascendante qui est positive. Vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a eu des assises récemment à Casablanca, mais il y en a eu d'autres bien plus avant qui étaient sous-médiatisées. Donc, si vous voulez, c'est une activité qui va crescendo. On atteindra certainement la maturité d'ici une dizaine d'années. Mais pour l'instant, ça se porte comme un bébé qui essaie de marcher. Pour les Africains, c'est quoi l'IE ? Pour les Africains, eh bien, l'intelligence économique, c'est une activité coordonnée de collecte, d'analyse, de traitement et de diffusion sécurisée de l'information qui est utile à la prise de décision. Alors, quand vous y ajoutez la rapidité, on y ajoute également la valeur ajoutée, le summum, c'est-à-dire le passage vers l'intelligence stratégique étant consacré évidemment par l'influence. Alors, on dit que le marché africain, le continent africain, est plus difficile parce qu'on y trouve très peu d'informations économiques. Comment vous travaillez alors ? Écoutez, et c'est la grande différence avec toutes les autres approches de l'intelligence économique à travers le monde. Notre intelligence économique en Afrique est encore essentiellement basée sur les informations de sources humaines. Parce que, comme vous l'avez dit fort opportunément, eh bien, on est encore dans une société qui est sous-informatisée et même lorsqu'il y a des données qui sont numérisées, eh bien, elles ne sont pas toujours mises à jour. Conséquence, il faut aller sur le terrain à la rencontre de ceux qui détiennent l'information et cela faire donner dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes, loin s'en faut. Ceux qui détiennent l'information, c'est essentiellement qui ? Les États, les entreprises ? Ce sont les administrations publiques. Ce sont des opérateurs qui appartiennent à des entreprises privées, évidemment, qui peuvent relever de la concurrence lorsqu'on est prestataire de services. C'est cet ensemble de personnes-là qui détiennent des informations qui, normalement, sont supposées échouer dans le domaine public, mais qui ne le sont pas, et pourtant qu'il faut posséder pour servir les intérêts de celui qui vous fait confiance. Au niveau des États, des collectivités, des administrations, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience de l'intelligence économique, comme il y a eu dans les années 90 en France, avec une véritable politique publique d'intelligence économique ? C'est à deux vitesses. C'est à deux vitesses parce que ce que nous observons aujourd'hui dans les pays anglophones tels que le Rwanda, qui est un formidable modèle, ou encore les pays comme l'Éthiopie, est sans commune mesure avec ce que nous observons aujourd'hui en Afrique francophone, où on se dépêche encore trop lentement. Il y a une prise de conscience extrêmement faible qui est davantage portée, Dieu merci, par des opérateurs privés qui sont plus au fait de la réalité de ce qui est en train de se jouer sur le terrain de la compétition internationale et qui attachent du prix, donc, avec les moyens qui sont les leurs, à sensibiliser les opérateurs publics. Mais on dit qu'au Rwanda, justement, c'est une politique publique. Exactement. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure d'une politique, je vais dire d'une approche à deux vitesses. C'est-à-dire qu'au Rwanda, comme en Éthiopie, c'est le public, c'est l'État, c'est le gouvernement local qui a pris en charge l'intelligence économique, qui l'a mise en place et qui a fait participer les opérateurs privés et qui ensemble se déploient dans un rôle, je veux dire, dans une situation, dans un dispositif où l'État tient le rôle d'État stratège. On a vu aussi les chambres de commerce francophones prendre en main cette question de l'intelligence économique, mais d'après vous, ce n'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant parce que le poids des chambres de commerce, pour intéressantes qu'elles soient, reste encore
a démontré aujourd'hui, je veux dire les opérateurs économiques, je rappelle à toutes fins utiles, qu'on a 4/5 des activités des entreprises africaines qui sont des PME et des TPE qui ne marchent pas toujours dans les chambres de commerce. Il faut arriver à leur vendre l'IE. Alors, qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des clients occidentaux qui ont besoin d'informations sur l'Afrique, mais est-ce qu'il y a aussi des Africains, après tout, qui ont besoin d'informations sur l'Afrique et voire même, pourquoi pas, conquérir des marchés à l'extérieur? Alors, je commence par le premier pendant. Oui, l'essentiel, si on prend le cas de Nodis, par exemple, et d'ailleurs de la plupart des adhérents au Centre africain de veille d'intelligence économique, eh bien, jusqu'à 80% de la clientèle reste encore aujourd'hui constituée par des opérateurs internationaux, en bonne place desquels les opérateurs états-uniens et puis les opérateurs européens. Il y a une toute petite vingtaine, et encore, quand je parle de vingtaine, il faut prendre 15% qui viennent d'Afrique du Nord, donc 10% du Maroc, du seul Maroc, et un petit 5% qui relève donc de l'Afrique subsaharienne, en y mettant évidemment de côté l'Afrique du Sud, qui pour le coup n'agit pas comme un État africain au sens ordinaire. Et alors, ces clients africains, c'est pour une vision africano-africaine ou c'est pour une vision mondiale de la conquête des marchés? On a bien envie de dire aujourd'hui aux entreprises africaines, comme Jiang Zemin l'a fait en 1995 aux Chinois, sortez, devenez des entrepreneurs mondiaux. Mais c'est encore très faible. Aujourd'hui, les opérateurs privés locaux qui font appel à nous, eh bien, ce sont des gens qui sont en situation de concurrence frontale avec des multinationales qui viennent sur leur terrain. Le risque d'être phagocyté, d'être littéralement laminé dans une Afrique plus qu'attractive, qui fait davantage appel à des opérateurs que nous qualifions d'investisseurs mafieux ou de mafieux investisseurs. N'oubliez quand même pas que la corruption continue de nous coûter 25% de notre PIB et que les opérateurs qui sont plus attirés par ces marchés-là, eh bien, ont tendance à sortir le chéquier. Donc, c'est dans cet environnement-là que les petits opérateurs locaux, toute proportion gardée bien entendu, font appel à nos services pour les aider à faire face à cette concurrence internationale. Alors, quels sont justement vos services? Eh bien, nous avons une foultitude de services, mais les plus demandés aujourd'hui sont d'abord des services de business intelligence. Les gens ont besoin, les opérateurs économiques internationaux ont besoin de comprendre le marché africain. Qui sont les consommateurs, comment ils consomment, à quel prix ils consomment, quels sont les autres concurrents et surtout, quelles sont les failles qui existent dans la législation et si cette législation risque de varier demain, etc. Et puis, le petit bonus quand même, qui monte aussi crescendo, c'est le profiling des dirigeants et le calcul de leur espérance de vie au gouvernement. Parce que la plupart de ces opérateurs ont bien compris qu'il vaut mieux travailler avec le sommet, la hiérarchie, et donc surveiller ces problématiques de très près. Quand vous avez dit cela, il faut s'empresser d'ajouter deuxième grand service, c'est les services de due diligence, notamment dans un pays extraordinaire comme le Nigeria, où les opérateurs attachent du prix à savoir avec qui ils pourraient entrer en collaboration, en partenariat, parce que la plupart des opérateurs économiques internationaux ont besoin de partenaires locaux qui sont très intéressants dans les colloques, les forats, comme vous disiez tout à l'heure, en costume 4 épingles, jolie carte de visite, mais il faut derrière, une fois qu'on a échangé les sourires et les amabilités, aller gratter derrière pour, in fine, agir en bonus pater familia. Alors, vous dites, et vous insistez beaucoup là-dessus, vous faites du renseignement humain. Comment on fait du renseignement humain en Afrique ? Même si, évidemment, c'est le continent de l'oralité. C'est vrai, mais c'est toute une technique, c'est tout un ensemble de méthodologies, mais c'est aussi, par-dessus tout, la bonne compréhension du système, de l'environnement dans lequel on opère. Faire du renseignement humain, c'est, primo, identifier une cible. La cible absolue qui détient l'information et non pas l'intermédiaire qui mène à cette information. Il faut donc aller taper la source, le cœur de l'information, entrer en relation avec cette cible, cette source, la traiter, comme on pourrait dire dans les services de renseignement, pour qu'elle vous donne l'information que vous recherchez. Et une fois que vous l'avez trouvé, cette information, il ne faudrait quand même pas que cette personne ait le sentiment d'avoir été, si je puis ainsi dire, escroquée, ou bien manipulée. Manipulée. Et une fois que vous avez cette information, eh bien, il faut la recouper, il faut la vérifier par d'autres sources. Et finalement, lorsque c'est assez clair pour vous, et puis cette fois-là, vous pouvez la présenter au client qui en a fait la demande. Donc on est loin là des stratégies numériques en Afrique encore. Loin s'en faut, ça va crescendo et ça pose aujourd'hui toute la problématique de la formation qui convient à ce type de territoire, à ce type de marché. Et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on enseigne dans les écoles européennes ou états-uniennes. C'est pour cela que nous travaillons à la mise en place d'une véritable doctrine. Et prochainement, nous allons publier un référentiel de formation de l'intelligence économique en Afrique qui donne une place de choix
au renseignement humain. Alors, vous le savez, il y a 2 écoles en gros d'intelligence économique, l'école française, européenne et l'école américaine. Quelle école attire le plus les Africains? Vous savez, nous avons une chance exceptionnelle aujourd'hui qui hier a été un handicap. C'est que nous sommes un creuset. L'Afrique aujourd'hui est plus attractive que jamais. Nous avons des amis français, américains, on a des Israéliens qui arrivent, on a des Indiens, tout le monde arrive et agit par le biais de l'aide essentiellement. Et parmi cette aide, on trouve en bonne place la formation. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a absorbé tant d'écoles, tant d'outils, tant de méthodologies venant d'ailleurs que j'ai envie de dire, comme le poète portugais Juan Serras Caceres, que pour nous aujourd'hui, la sagesse, c'est de recueillir la sagesse des autres et de la transformer en ce que nous sommes véritablement. Alors, qu'est-ce que vous prenez dans la sagesse anglophone et dans la sagesse francophone? Mais écoutez, il y a par-dessus tout, dans la sagesse francophone, une tentative de théorisation qui est extrêmement intéressante d'une part, et d'influence évidemment, son écueil étant que cette influence qui est portée par exemple par les opérateurs français manque de cash parce que pour faire de l'influence, il faut avoir des capitaux. Maintenant, ce qu'on apprend et qu'on intègre par-dessus tout et qui est en provenance de la sphère anglo-saxonne, c'est le pragmatisme. Merci beaucoup Guy Gouef pour ces réponses. Je vous en prie. Je renvoie ceux qui sont intéressés à votre livre, 70 chroniques de guerre économique. Pour l'heure, l'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car, évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.